Bonjour à tous. Écoutez, merci à tous d'être avec nous cet après-midi. Je m'appelle Fabien Cochefy, je suis le délégué régional du Syntec Numérique, qui est le syndicat des entreprises du numérique en France. C'est un peu plus de, ça doit être 1800 adhérents aujourd'hui, avec un positionnement évidemment qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière en France. Et donc on m'a demandé de faire effectivement Monsieur Loyal sur cette table ronde. Alors en fait, qui va se décliner en deux étapes. Une première étape avec 4 interventions de nos 4 experts que je laisserai se présenter, mais dont je vais déjà vous donner les noms. Donc on aura François Pellegrini en tout premier, qui représente à la fois l'université, le Labri, mais qui est par ailleurs commissaire à la CNIL notamment, donc très expert du sujet. Et dans l'ordre, qu'est-ce qu'on a dit? Amandine Jambert de la CNIL, qui nous présentera de manière plus précise les aspects de doctrine technique de la CNIL en matière de RGPD et d'anonymisation. Charlotte Barraco-David, avocate au cabinet La Tournerie, Wolfram Avocat, qui parlera de comment ça fonctionne vraiment, ces principes-là dans les organisations. Et puis on finira avec Olivier Graal, qui est le représentant régional de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui nous permettra de prendre un cran de recul sur les enjeux de la protection des données. Je ne vais bien évidemment éviter de vous faire un propos liminaire trop long, parce qu'on a beaucoup d'experts et des interventions qui vont être beaucoup plus précises que ce que je pourrais vous raconter là-dessus. La seule chose que je tiens à préciser, effectivement, moi je représente plutôt, on va dire, le grand Satan et la sphère privée avec des entreprises de toute nature, mais que évidemment ces entreprises sont très impliquées à des niveaux différents. On en a une dans la salle qui est très impliquée avec Quant sur ce sujet de la protection des données personnelles, mais voilà, les entreprises ne sont pas que du côté obscur, et elles font un gros travail pour essayer de contribuer à cet enjeu majeur de société qui est la protection des données à caractère personnel. François ? Merci pour l'introduction. Alors, je vais essayer de retrouver, voyons voir, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bonjour à toutes et tous. Donc, il me revient d'ouvrir le débat, et donc je vais en fait préparer le terrain pour les 3 intervenants suivants. Et donc, le focus qu'on va donner aujourd'hui, c'est bien sûr les questions des données de la recherche qui nous concernent majoritairement. Et puis donc, qu'est-ce que le RGPD? Et puis aussi, qu'est-ce que cette histoire d'anonymisation qui pourrait permettre éventuellement de s'exonérer des obligations du RGPD. Alors en fait, déjà un premier rappel, parce que je suis très attaché à la doctrine et à la sémantique. On parle de quoi? On parle de données, c'est-à-dire d'éléments d'information qui ont du sens pour ceux qui les produisent et les manipulent. Et on entend parler de propriétaires de données, de vol de données, etc. C'est pas vrai, enfin, c'est-à-dire c'est pas vrai au sens où ces qualifications ne sont pas pertinentes sur le plan juridique. Il n'y a pas de propriétaire d'une donnée, parce que la donnée est un bien immatériel non rival, donc il n'y a pas de vol de données, il y a différentes qualifications juridiques. Et justement, ce qui est important de voir quand on manipule des données, c'est de comprendre le régime juridique qui est attaché à chacune des catégories de données qu'on manipule, et à partir de là, d'en déduire les obligations et les contraintes qui peuvent peser sur le traitement de ces données. Par exemple, si vous traitez un corpus d'œuvres littéraires, ce n'est pas de la donnée à caractère personnel, c'est des œuvres de l'esprit soumises au droit d'auteur. Et donc, la caractéristique pour qu'un texte soit qualifié d'œuvre de l'esprit, c'est qu'il reflète l'originalité de son auteur. Donc, on est dans le domaine du droit d'auteur. Pour les données à caractère personnel, qui sont en relation avec les personnes, on va être justement sur les lois informatiques et liberté et RGPD. Et on peut manipuler des données qui sont des données économiques, des données issues d'entreprises, et là on pourrait être soumis au tout récent secret des affaires. Donc tout ça pour montrer qu'il ne faut absolument pas utiliser de termes fourre-tout et biaisés idéologiquement de type propriété intellectuelle, etc., qui font rater la cible et en fait organisent la méconnaissance des droits et des obligations vis-à-vis des différentes catégories de données. Ce propos liminaire étant passé, intéressons-nous en l'occurrence aux données à caractère personnel.
Il faut comprendre que les lois informatiques et liberté, elles n'ont pas été créées pour embêter le monde, elles ont été créées en réaction à un mésusage avéré des données à caractère personnel par les États. Durant la première moitié du XXe siècle, c'est les grands fichages, et fichages qui conduisaient les personnes, malheureusement, assez souvent à la mort. Et donc, quand l'État a commencé à s'informatiser dans les années 60-70, les personnes qui avaient vécu ces expériences traumatisantes et qui étaient en situation de pouvoir créer la loi, se sont attachées à organiser la protection des personnes tout en leur permettant de bénéficier des progrès de la science informatique. Et ça a donné lieu à, dans chacun des États qui les ont mis en œuvre, la création d'organismes. Chez nous, c'est la CNIL en France, mais dans d'autres États, ce sont les différentes autorités de protection des données, comme on les appelle, sur le plan général. Pour vous raconter à quel point, en tant que communauté informatique, on est touché, je vous ramène à l'article 1 de la loi informatique et liberté. C'est rare d'avoir une loi qui commence par un article qui est aussi waouh. Il suffit de le lire. Hein. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. En tant que projet de société, en tant que projet de développement d'une science, c'est quand même assez visionnaire quand on considère la période à laquelle ces principes ont été posés. Et un paragraphe qui a été ajouté un peu plus récemment, mais qui pose également le cadre, toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. Et là, on voit écrit un principe qui a été théorisé en Allemagne dès le milieu des années 80 sous le principe, donc sous le nom d'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire la capacité d'une personne à pouvoir exercer une liberté donc de décision sur les données qui la concernent. Alors, liberté relative, hein, vous ne pouvez pas dire aux impôts, désolé, effacez les données me concernant, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer, mais ça ne marchera pas, parce qu'effectivement, bien sûr, il y a des cadres dans lesquels on considère que l'État doit conserver vos données. Mais le but de cette loi, c'était de créer un équilibre réel entre les droits des personnes face à un État qui pourrait être considéré comme déviant dans certains cas, parce que l'histoire récente à l'époque l'avait parfaitement montré. Il y avait une preuve d'existence, comme on pourrait dire en théorie. De quoi parle-t-on ? C'est très simple, je vous ramène à l'article 4 du RGPD qui s'applique à toute l'Union européenne. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? C'est toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable, et donc est réputée être une personne physique identifiable, une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, c'était les informations nominatives telles qu'elles étaient pensées au début de la création de la loi informatique et liberté, mais un numéro d'identification, donc numéro de téléphone mobile, plaque d'immatriculation de véhicule, tout ce qui, dans la numérisation de la société, fait que notre identité est attachée maintenant à des informations de type numérique. Et puis des données de localisation. Un identifiant en ligne, le pseudo sur les réseaux sociaux, un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, là on est dans la biométrie, physiologique, là encore plus, génétique, toujours, mais psychique, économique, culturel ou social. Par exemple, est considéré comme de la biométrie le rythme de frappe au clavier d'une personne, parce qu'effectivement, nous avons tous une frappe différente, et à partir de là, une application qui arrive à tracer le rythme de frappe d'une personne au clavier, elle manipule de la donnée biométrique. Un coup de projecteur aussi sur certaines catégories de données qu'on appelle les données sensibles. Et donc c'est une catégorie juridique. On ne dit pas données sensibles parce qu'il ne faut pas qu'elles sortent. Le terme données sensibles dans la loi fait référence à une catégorie juridique parfaitement déterminée. C'est précisé dans l'article 9 du RGPD. Et donc c'est l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale et les données génétiques et donc les données biométriques aux fins d'identifier une personne de manière unique, par exemple la reconnaissance faciale, les données concernant la santé, la vie sexuelle, l'orientation,
par défaut, ces données sont considérées comme étant tellement sensibles, parce que justement, elles ont donné lieu à des mésusages très dommageables aux personnes, que leur traitement est par définition interdit. Alors bien sûr, il y a des exceptions, parce qu'un hôpital, il va traiter vos données de santé. Mais il y aura un régime qui sera encore plus fort de protection des personnes relativement à ces données sensibles. Et il faut le savoir, parce que quand, dans un projet, on manipule des données identifiées comme des données sensibles, en particulier souvent des données de santé, on va être soumis à des obligations spécifiques et renforcées quant au traitement de ces données. Les critères de licéité d'un traitement, donc, parce que certes maintenant le RGPD ouvre la possibilité plus largement aux personnes d'entreprendre elles-mêmes des traitements de données sans avoir besoin de requérir une autorisation de l'autorité de protection des données. Cette licéité, je vais pas m'étendre sur les critères, ils seront développés plus largement par les autres intervenants, mais on voit que déjà apparaissent une notion de finalité, ce qui veut dire qu'il va falloir collecter les données pour une raison particulière. On ne collecte pas des données en vrac en disant ça me servira plus tard, ça c'est pas possible. Et sur l'identification de qui va collecter, dans quelles conditions et pour quelle durée. Mais ça, on y reviendra. Je vous laisse cette liste comme aide-mémoire pour la suite, si vous voulez. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas la loi? On risque de se faire sanctionner. Avant d'être sanctionné, on est contrôlé. Et les autorités de contrôle ont pour vocation de vérifier la conformité des traitements de données à caractère personnel à l'ensemble de ces critères, avec donc une évaluation de la proportionnalité et des moyens mis en œuvre par le responsable de traitement pour effectivement garantir les droits des personnes et la sécurité des données qui sont traitées et conservées. Alors, dans ce cas-là, quel est le périmètre du RGPD? J'ai commencé à vous en parler au début. Il y a des catégories de données qui ne sont pas concernées par le RGPD. C'est les données qui ne concernent pas les personnes physiques. Alors on pourrait penser par exemple aux données d'entreprise, la raison sociale, le bilan comptable, etc. Ça, c'est des données qui ne sont pas des données à caractère personnel. Sauf que quand l'entreprise est en fait une entreprise artisanale unipersonnelle, très souvent l'adresse du siège social, c'est l'adresse de la personne, et le revenu de l'entreprise va donner une bonne idée du salaire, enfin plus exactement du revenu de la personne elle-même, de l'artisan qui est derrière chaque facture. Donc il y a des obligations légales pour publier ces données d'entreprise. L'artisan pourrait très bien décider de ne pas mettre sur les fichiers du greffe son adresse personnelle, mais d'avoir une boîte postale pour se masquer derrière ce paravent. C'est une décision qu'il doit prendre, mais la loi dit que les données des entreprises doivent être publiques, les bilans doivent être communiqués. Qu'ensuite, quand on traite ces données-là, il y a quand même la question, il y a une porosité qui existe entre ces deux univers, ce qui montre déjà que la situation n'est pas aussi simple et aussi tranchée entre données non à caractère personnel, donc données par définition qui ne concernent pas des personnes physiques, et pourtant derrière, on peut trouver assez facilement des informations sur les personnes physiques. Et puis, une deuxième catégorie de données, c'est des données qui finalement émanent de personnes, mais qui ne vont pas permettre de les identifier. Et ça, donc, c'est ce qu'on appellerait idéalement des données anonymes. Sauf que, en fait, et ce sera développé par la suite, l'anonymisation des données, c'est une tâche extrêmement délicate. Et très souvent, les gens disent « Ah ouais, j'anonymise, j'enlève le nom ». Et bien ça, ce n'est pas de l'anonymisation, ce sera ce qu'on appellera de la pseudonymisation, c'est-à-dire que ça revient à remplacer le nom par un identifiant aléatoire, différent, mais qui permet la discrimination entre certaines catégories de données, celles émanant de personnes ayant des identifiants différents. Et en fait, pseudonymiser n'est en général pas suffisant pour pouvoir garantir l'absence de réidentification. Et en particulier, il y a des attaques qui fonctionnent très bien et que je vais vous décrire, qui sont les attaques par corrélation. En fait, quand on fait des attaques par corrélation, on cherche à faire correspondre un stock de données réputées non identifiantes, c'est-à-dire pseudonymisées, avec des données identifiantes, de façon à finalement arriver à exploiter ces données censées être non identifiantes et les rattacher aux personnes concernées. Et quand je dis au menu spaghetti, macaroni ou semoule, je vais détailler un exemple pour vous expliquer ça.
Prenez par exemple une collectivité qui gère une ville, donc une municipalité, qui aimerait bien savoir comment les gens se déplacent dans la ville. Alors on peut faire du déclaratif, mais il y aurait une autre idée, c'est de dire, si j'arrivais à obtenir de l'opérateur téléphonique, enfin des opérateurs téléphoniques, toutes les traces de déplacement des personnes qui bornent sur les différentes antennes de la ville, je vais avoir un spaghetti spatio-temporel qui me décrit la trajectoire de chacun dans la ville. Je ne veux pas savoir qui c'est. Moi, en tant qu'édile, ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les mouvements de déplacement des personnes au cours de la journée, pour savoir quels sont les flux de balancier, les flux pendulaires entre les zones résidentielles et les zones professionnelles. Éventuellement, vous voyez bien que si les gens se déplacent lentement à un certain moment, ça veut dire qu'il y a un bouchon, donc il y aura peut-être des circuits urbains à renouveler, placer les crèches aux bons endroits, placer les logements sociaux, les services. C'est une mine d'informations absolument fabuleuse. Et donc, on pourrait vouloir, en tant que personne, au titre de l'ouverture des données, l'open data, récupérer ces spaghettis spatio-temporels, censés être non identifiants, pour pouvoir les mouliner et extraire l'information pertinente. Le problème, c'est que si vous prenez à côté un stock de données identifiantes, par exemple, un réseau social, et vous vous attachez à une personne en particulier, et la personne vous dit « Ah, ce matin, à telle heure, petit déjeuner au café, machin chouette ». Vous plantez une punaise dans votre plat de spaghettis spatio-temporel en disant tiens, tel jour, telle heure, à tel endroit. Et puis, là, vous récupérez une deuxième information sur la personne. Oh là là, concert machin chouette, c'était super. Là. Deuxième punaise dans le plat de spaghettis. Je vous la fais courte. Avec 4 punaises, vous êtes capable d'identifier à plus de 95% le seul spaghetti qui est punaisé par les 4 punaises. Pourquoi ? Parce que il y a des gens qui se retrouvent à un moment donné à un endroit, comme nous le sommes ici, mais on va se séparer, on va aller à différents endroits, et donc au final, quand on échantillonne la trajectoire d'un spaghetti, on arrive à trouver le spaghetti qui effectivement correspond à cette trajectoire. Et comme c'est une loi de puissance, c'est les travaux de Yves-Alexandre de Montjoie, qui était postdoc au MIT à l'époque, comme c'est une loi de puissance, en fait, il y a besoin de très très peu de punaises pour arriver à trouver le spaghetti. Et une fois que j'ai le spaghetti correspondant à la personne, je sais exactement tout ce que la personne a fait pendant toute sa journée, toute sa semaine, et je suis capable de l'attendre au bon endroit, au bon moment, parce que je vois que tous les vendredis, elle passe à cet endroit-là pour aller faire telle ou telle chose. Ça montre bien donc que considérer qu'un stock de données n'est pas relié à un identifiant nominatif n'est pas suffisant pour exonérer ces données de l'application du RGPD. Et on pourrait se dire, bon, maintenant, comment éviter ça? Alors, c'est là où on passe au macaroni. C'est que vous imaginez bien que si je coupe mes spaghettis en macaroni, alors, quand je vais punaiser dans mon plat, j'arriverai peut-être à attraper un macaroni, d'avoir un bout de trajectoire, mais je ne saurais pas le corréler à un autre. Et il faudrait que j'ai 4 punaises dans le même macaroni pour que je sache que cette tranche-là appartient à une personne, mais je n'aurai pas plus d'informations sur ce qu'elle fait le reste de la journée. Et puis l'idéal aussi, dans ce cas-là, c'est de se dire, je prends le mixeur et je fais de la semoule, j'ai des grains. Et dans ce cas-là, tout ce que je suis capable de savoir, c'est combien de personnes sont à un instant donné à un endroit, mais j'ai plus d'informations sur leur trajectoire. Là, le risque de réidentification est très faible, mais en tout état de cause, il est atomique. Et je sais que la personne était là parce qu'elle était là, mais finalement, je n'ai plus aucune information pour sa vie. Mais d'un autre côté, moi, en tant qu'édile, avec la SMOUL, j'ai aucune information sur la trajectoire des gens et j'ai perdu l'intérêt scientifique des données que je cherchais à collecter. Et donc, finalement, ce niveau de granularité avec lequel je vais essayer de décorréler les informations entre elles, qui va déterminer un compromis entre l'utilisabilité des données pour la finalité recherchée, ou alors pour des finalités ultérieures, parce que je peux collecter des données pour une finalité et les réutiliser pour une finalité proche, et puis donc bien sûr la protection des données contre la réidentification, puisque l'objectif c'est de protéger la vie privée des personnes contre des réidentifications abusives. Ça nous amène donc de fait, à la lumière de cet exemple, à parler de la protection intégrée de la vie privée, ce que parfois on appelle le privacy by design au niveau anglo-saxon, mais qui est plus large parce que c'est de la protection, c'est pas que la vie privée, c'est aussi protéger les personnes, c'est à mon sens plus fort que simplement le privacy. Et donc on le voit, il y a déjà une problématique de minimisation des données,
Comme dit le célèbre proverbe corse, ce que tu sais pas, tu pourras pas le dire. Donc si vous ne collectez pas de données, il n'y a aucune chance qu'elles fuitent. Et puis donc effectivement, intégrer des mécanismes, enfin l'analyse des mécanismes d'attaque dans cette étude préalable à la collecte des données pour vérifier quel est le niveau de granularité avec lequel on a besoin de collecter les données et si ça correspond effectivement à la finalité par rapport à l'objectif qu'on souhaite mettre en œuvre. Et puis bien sûr, une fois que ces données sont collectées, et là ce sera l'intervention aussi d'Olivier Graal, c'est vous avez des données, vous les avez collectées, vous les avez traitées pour une certaine finalité, et puis la reproductibilité scientifique vous oblige à les conserver si jamais quelqu'un met en doute la pertinence de votre étude et souhaite la reconduire ou la vérifier. Et puis éventuellement, vous souhaitez partager des données avec une communauté plus large ultérieurement. Et donc ça pose des questions juridiques relativement, j'allais dire, pointues sur la façon dont vous allez gérer à la fois la sécurisation physique de vos données et leur sécurisation juridique pour effectivement que les obligations que vous avez se reportent sur les personnes à qui vous allez transmettre ces données, surtout si ces données sortent de l'espace de l'Union européenne. Parce que là, on est dans le cadre des transferts de données hors Union européenne, qui sont là aussi, j'allais dire, un cadre juridique, enfin, qui nécessite la mise en œuvre d'un cadre juridique spécifique. Donc, voilà. J'en ai terminé pour mon propos donc introductif, en passant donc la main par la suite d'abord au maître de cérémonie qui rendra la parole aux autres co-intervenants. Est-il généreux? Bon, on avait défini un ordre de passage qui est relativement clair dans la phase introductive, donc je vais passer la parole, je vais servir de passe-plat en gros, je passe la parole à la CNIL, donc je repasse la parole à la CNIL du coup. De la CNIL à la CNIL, voilà. Okay. Voilà. Donc pour ma part, je travaille au service de l'expertise technologique, donc côté technique de la CNIL. Et donc on pose tout un tas de questions chez nous, et en particulier on a travaillé sur les questions de l'anonymisation. Comme le disait François en introduction, il y a une définition de données à caractère personnel qui est très extensive. Et pour nous, quand on parle de données anonymes, alors c'est très CNILO-centré, ou en tout cas autorité de protection des données centrée. Quand on parle d'anonymat, ce qu'on veut en fait, comme données anonymes, c'est des données qui ne soient plus des données à caractère personnel. Donc ce n'est pas forcément les données anonymes comme ça peut être utilisé de manière familière, en disant bon, finalement c'est juste des données où il n'y a pas de nom, ou des choses comme ça. On est vraiment dans quelque chose qui est pratiquement de l'absolu, dans le sens où on veut que ce soit des données où il est plus possible, que ce soit directement ou indirectement, de réidentifier quelqu'un. Ce qui veut dire, mais je fais que répéter en soi, que tout ce qui est données pseudonymiques, toutes les données où on va faire une pseudonymisation, on va transformer une partie de l'information par, que ça soit par le hash de quelque chose ou que ça soit de faire une table de correspondance, enfin, quelle que soit la méthode où on garde tout de même des données qui sont par individu et qui permettent d'une manière ou d'une autre de retrouver à qui ça va être attaché, ce ne sera pas des données anonymes pour nous. Donc là, on est vraiment dans une question de définition pour nous, qui est importante parce que ça veut dire que dès qu'on va parler d'anonymisation, l'objectif, en tout cas pour nous, c'est de faire en sorte de passer du monde de la donnée à caractère personnel au monde de la donnée anonyme, dans un objectif très pratique, en fait, c'est qu'une fois qu'on est dans le monde des données anonymes, bah, le RGPD ne s'applique plus. Quand je dis le RGPD, c'est ni la loi informatique et liberté. Et donc ça veut dire qu'on sort du cadre des données qui nous concernent en tant que CNIL, c'est-à-dire celles pour lesquelles on a une obligation de protection. Bon. Alors l'anonymisation en soi, alors il y a des cas qui sont très simples, hein, on n'en parle jamais, mais quand on fait des statistiques, des choses comme ça, bon, très bien, on manipule des données anonymes, tout va bien. Mais principalement, ce n'est pas ça les cas croustillants et ceux pour lesquels on vient nous voir. Ce qu'on vient nous voir souvent, c'est plutôt sur des datasets où on veut faire en sorte de garder une certaine granularité et du coup ne pas avoir juste des statistiques à sortir derrière. Et là, effectivement, on va se retrouver dans un équilibre fragile entre faire en sorte de garder au maximum le fait que ces données soient utiles et en même temps faire en sorte de perdre de l'information, parce que c'est un processus de perte d'information, l'anonymisation, qui nous amène à un moment où on n'est plus capable de retrouver les gens
et en même temps où les données sont utiles. Donc c'est un processus, et souvent, ou en tout cas nous, toute l'analyse technique qu'on a vue jusque-là, dans l'extrême majorité des cas, c'est pas quelque chose qui peut se faire avec une seule technique magique. C'est plutôt quelque chose qui va se faire au cas par cas avec un millefeuille de techniques. Et ce qu'il faut faire attention, c'est bien s'assurer qu'à la fin, le moment où on s'est arrêté, qu'effectivement le dataset est bien anonyme, le jeu de données est bien anonyme, parce qu'on peut s'arrêter en chemin et finalement ne pas être arrivé à l'objectif final. On vient nous voir dans plusieurs cas, mais principalement, soit on est dans des cas de réutilisation de données, c'est-à-dire vous avez déjà des données en interne que, par exemple, vous avez obtenues, soit parce que vous êtes sur un projet public-privé que la boîte a déjà ces données-là, soit parce que c'est de la réutilisation de données publiques, parce qu'on peut avoir des données à caractère personnel qui soient publiques. Donc ça, c'est la réutilisation de données déjà existantes. Soit on est dans un cas, on va directement collecter des données dans l'objectif de les anonymiser de suite et directement créer des stats. Dans les deux cas, je fais juste un tout petit point juridique très très limité parce que Charles va en parler en détail après. L'anonymisation en soi est un traitement parce qu'on va manipuler des données à caractère personnel pour les transformer en quelque chose qui ne sera plus de la donnée à caractère personnel. Donc pendant ce court laps de temps, enfin, plus ou moins long en tout cas, où on va manipuler les données à caractère personnel, là on a un traitement. Donc ça veut dire qu'effectivement, une fois qu'on est passé de l'autre côté de la barrière, tout va bien, on a des données anonymes, on peut en faire ce qu'on veut, mais le processus qui transforme des données à caractère personnel en données anonymes, là c'est un traitement, donc ça veut dire que tout le RGPD s'applique, ou en tout cas toute la législation en matière de vie privée s'applique. C'est le petit point juridique. En pratique, comment est-ce qu'on peut faire ça ? On s'est rendu compte avec nos collègues alors avant ça s'appelait le G29, c'était le groupe des autorités de protection des données européens, parce que c'était l'article 29 dans la directive. Depuis le RGPD, maintenant on est alors EDPD, Comité européen de protection des données. Ça sortait en anglais, pas en français. On est le CEPD. L'avis sur l'anonymisation, sur les techniques d'anonymisation étant sorti avant le 25 mai, et du coup c'est un avis du G29, mais c'est pas grave. C'est toujours d'actualité. Et donc, dans cet avis-là, typiquement, on a discuté avec nos collègues techniques de toutes les autorités de protection des données en disant qu'est-ce qu'on peut avoir comme moyen qu'on peut donner aux personnes qui vont faire de l'anonymisation, pas dans les cas triviaux, mais dans les autres, pour faire en sorte qu'ils puissent nous démontrer que les jeux de données à la fin sont anonymes. Et en soi, initialement, il y avait la solution évidente, qui est finalement juste suivre la loi et dire on fait une analyse de risque en réidentification, on démontre que la réidentification n'est possible que de manière est quasiment impossible, ensemble où c'est négligeable le fait qu'on soit en capacité de réidentifier quelqu'un, et si on est capable de faire ça, tout va bien. Alors ça, c'est bien, c'est typiquement appliquer la loi, mais en pratique, c'est très difficile. Déjà parce que l'extrême majorité des méthodes qui existent pour ces questions-là, c'est des méthodologies américaines qui n'ont pas les mêmes définitions de données à caractère personnel que nous, en Europe, qui n'ont du coup pas le même objectif d'anonymat que nous. En général, ils ont un objectif qui est beaucoup plus faible, ce qui veut dire que finalement, on n'a pas des choses bien. Et oui, si vous prenez ça pour un appel, pour faire de la recherche là-dedans, c'était un message subliminal. Donc ça, c'est le premier point. Donc on n'a pas forcément exactement ce qu'il faut d'un point de vue méthodologique pour pouvoir vraiment faire de l'analyse de risque en réidentification et arriver à démontrer efficacement que le risque est négligeable à la fin. Bon, très bien. Donc il y a ça. En soi, c'est la loi. Si quelqu'un est capable de nous démontrer ça, on est content. Mais en pratique, c'était très difficile. Donc on s'est dit, on va essayer de regarder ceux qui savent bien faire et qui publient des données anonymes. On est allé voir l'INSEE, on est allé voir ce genre d'établissements qui ont des obligations de secret statistique pour voir comment est-ce qu'ils faisaient. On va essayer de tirer des critères qu'on sait qui pourraient être plus exigeants que le strict nécessaire, mais qui seront plus faciles à démontrer. Et donc c'est là où on est arrivé aux 3 critères qui sont donc le deuxième cas, qui est une solution de notre point de vue qui est plus facile à démontrer, parce que finalement on va avoir 3 choses à démontrer. On va dire, j'ai un jeu de données, je vais démontrer qu'il n'est pas possible dans mon jeu de données d'isoler un individu, c'est-à-dire à aucun moment je parle d'une seule personne. Je vais démontrer que je ne suis pas capable de relier ou de corréler une personne ou un groupe de personnes dans ce jeu de données ou dans un autre.
et je vais démontrer que je ne peux pas inférer de manière certaine, donc si c'est probabiliste tout va bien, mais tant qu'on est certaine ça ne marche pas, un ensemble d'attributs sur la valeur de l'autre attribut. En soi, démontrer ces 3 critères-là est beaucoup plus facile pour un jeu de données que le fait de faire une analyse de risque de réidentification. Et en même temps, on a conscience du fait que si on a ces 3 critères-là, c'est sûr que c'est anonyme dans le sens où on est de manière, c'est des critères qui sont assez conservateurs. Cela dit, ça permet de faire en sorte d'avoir quelque chose où toutes les autorités de protection des données se sont mises d'accord pour dire si vous venez avec un dataset, un jeu de données, où vous avez prouvé ces 3 critères, a priori, on considère que c'est anonyme. Donc ça veut dire que ce sera à nous, autorités de protection des données, de démontrer qu'il y a une attaque. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose, là où dans l'autre cas, c'est à vous de nous convaincre. Donc, on a posé ça et après on a regardé, on a fait un état de l'art des techniques qui existaient à l'époque. Le papier, l'avis est sorti en 2014, donc forcément en 4 ans, il y a eu des choses, donc soyez compréhensifs sur l'évolution sur ces questions-là. Mais on a regardé les techniques principales qui existaient, les familles de techniques d'anonymisation qui existaient, et on a regardé à chaque fois, par rapport à ces 3 critères, comment est-ce qu'ils se posaient, quels étaient les points forts, les points faibles. On a souligné quels étaient les choses à ne pas faire quand on utilisait ces techniques-là. Et donc, on a principalement sorti trois types de familles, en tout cas c'était ce qu'il y avait à l'état de l'art à l'époque. Les questions d'ajout de bruit, c'est-à-dire finalement on va ajouter de l'aléa. Bon, bien sûr, il faut le faire intelligemment, parce que sinon si on ne respecte pas la grammaire du jeu de données, on peut très facilement retirer l'aléa. Mais c'est une chose qui permet de pouvoir avoir un impact important sur le 3e critère, les critères d'inférence. On va avoir les questions de permutation, on peut changer les valeurs d'attributs, les échanger. Ça permet de pouvoir faire en sorte de garder la distribution dans un dataset par exemple, et en même temps de faire en sorte de casser les liens entre les personnes. Puis on a les questions de généralisation, donc qui sont assez classiques, c'est-à-dire finalement on va agréger des personnes, on va faire des groupes d'un certain nombre de personnes. On a pu voir qu'il y a, dans la recherche à l'époque, il y avait beaucoup de travaux sur comment faire en sorte que ces groupes-là soient les mieux faits possibles, avec des notions de L-diversité, c'est-à-dire des notions de dire on va faire des groupes d'un certain nombre de personnes, et sur certains attributs qu'on va considérer comme soit des attributs sensibles au sens de la loi, soit des attributs en tout cas qui vont avoir une sensibilité particulière, et bien on va faire en sorte que des personnes qui sont dans le même groupe aient des attributs importants, différents, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas facilement inférer de l'information derrière. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, allez lire cet avis-là. On a regardé du coup comment est-ce que ça pouvait impacter ces 3 critères. Et nous, dans notre étude, ce qu'on est arrivé à la fin, notre conclusion, c'est le fait que finalement, il n'y a aucune des techniques qui permettait de pouvoir résoudre le problème seul. Mais que par contre, en fonction du cas par cas, on peut faire un sandwich de techniques qui peut qui peut, en fonction des cas, arriver à des choses qui soient, où les 3 critères sont démontrables. De manière très très pratique, parce que maintenant on a quand même beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour faire de l'anonymisation, on s'est rendu compte qu'en soi, les cas où ça marchait, c'est des personnes qui venaient nous voir en ayant à peu près une idée de pourquoi est-ce que le dataset serait utilisé, donc c'est-à-dire être capable de définir quelles seraient les familles d'usage qu'il y aurait derrière. Et ça, pourquoi? Parce que ça va leur permettre de pouvoir identifier quelle est l'information qui n'est pas importante et donc celle qui va pouvoir être détruite, ou l'information qui est plus importante que d'autres, pour faire en sorte de pouvoir conserver une granularité plus importante pour les informations nécessaires pour leur utilisation. Et donc, en fonction de ça, finalement, on va d'abord réfléchir à savoir est-ce que vraiment on a besoin d'anonymisation, parce que finalement, appliquer le RGPD, ça se fait, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, c'est la première question à se poser. Et puis, si effectivement c'est le cas et que vous avez vraiment besoin, si les données anonymes sont vraiment la réponse à votre problème, dans ces cas-là, on va préparer les données justement en réfléchissant à cette question d'usabilité. Et à la fin, point très très important, quand on aura appliqué un ensemble de techniques, ces techniques vont affecter les données, dans le sens où elles vont créer des biais aux données. Et donc, de notre point de vue, il est indispensable de le documenter et de faire en sorte que les informations sur la documentation des biais intégrés soient aussi disponibles que les données anonymes qui seront utilisées. C'est-à-dire que si vous allez publier ces données-là, accessibles à tous, alors les biais doivent l'être aussi.
Pourquoi? Tout simplement parce que si on reprend ce qui a pu arriver à l'INSEE il n'y a pas très longtemps, il y a eu, vous savez, régulièrement, il va y avoir des questionnaires qui sont envoyés à tous. Il y a un certain nombre de statistiques qui ont été faites et il y a un journaliste qui a cru reconnaître quelqu'un. En fait, l'information, la fiche informative qui était donnée par l'INSEE à côté a permis de pouvoir démontrer que non, parce que typiquement, on était dans le bruit. Parce que la façon dont les techniques étaient appliquées, c'était clair qu'en soi, on était dans le bruit. Bon, ça n'a pas empêché l'INSEE de réadapter. Ça, c'est le deuxième point. Si on se rend compte qu'il y a un problème, on fait une mise à jour. Elle fait une mise à jour pour faire en sorte qu'on ne puisse plus faussement réidentifier quelqu'un. Mais c'est là où c'est important parce que il ne faut pas que quelqu'un prenne une décision par rapport aux données qui sont anonymes qui sont là, si en fait cette décision est une décision qui est prise sur le biais et non pas sur les données. Hop. Et donc en soi c'est le point. Et alors juste parce que quelqu'un a dit ça marche, et on a plein d'exemples de gens qui sont venus nous voir et qui effectivement ont fait des choses avec données anonymes. Donc ce n'est pas uniquement une bonne idée, c'est aussi des choses où il y a des gens qui le font. Merci. Je note que vous avez été applaudi, et pas François. Merci. Et du coup, la vision de l'avocate sur comment on met ça, c'est le pendant, après la doctrine de la CNIL, le pendant opérationnel et juridique dans les organisations. Charlotte. Bonjour à tous, donc je m'appelle Charlotte Barraco-David et je suis avocat, alors j'allais me qualifier d'avocat du diable, pour reprendre l'expression utilisée, voilà, juste pour qu'ils se sentent moins seuls, puisque donc je travaille dans un cabinet d'avocats, cabinet qualifié entre guillemets d'affaires, puisqu'en fait on travaille pour des entreprises privées, publiques, et sur les sujets données personnelles, en fait, on les aide à mettre en œuvre leurs projets. Et souvent, c'est vrai qu'ils viennent nous voir avec un gros problème. Alors, ils ne ressortent pas forcément avec une solution simple, mais on essaye de leur trouver des solutions, puisque effectivement, c'est quelque chose dont vous avez peut-être déjà conscience, mais c'est vrai que le RGPD, aujourd'hui, pour les opérateurs privés ou publics, est généralement plus perçu comme une contrainte que véritablement comme quelque chose qui peut être un apport pour leur activité. Même si parfois on essaie de les convaincre, en tout cas pour les sociétés commerciales, que ça peut être un avantage concurrentiel, etc., etc. Mais il faut au moins que derrière tout ça, il y ait la volonté pour l'entreprise, parce que c'est des questions qui se posent plus pour des entreprises privées, d'aller sur ce terrain-là. Pour introduire mon propos, je dirais que l'objectif de ce que je vais vous expliquer maintenant, vous exposer maintenant, c'est en gros de vous dire, voilà, si vous arrivez à faire de l'anonymisation, sachant qu'on vient de vous dire que ce n'était pas mission impossible, même si je passe ma vie à dire à mes clients que c'est impossible, en tout cas en première intention, parce qu'ils viennent tous vous dire, ils viennent tous nous voir en nous disant, mais moi en fait non, j'ai pas des données perso, je travaille avec des données anonymes. Et là je leur dis, en fait non, je pense pas. Et assez rapidement, on arrive à la conclusion qu'effectivement, ce ne sont pas juridiquement des données anonymes. Mais en tout cas, c'est important de savoir, avant de se lancer dans un projet d'anonymisation, ce à quoi on cherche à échapper. Alors, je parlerai évidemment des sanctions, mais il n'y a pas que ça. C'est en gros, quelles sont les règles, quelles sont les obligations auxquelles je cherche à échapper en essayant d'anonymiser mes données. Est-ce que c'est si pire que ça ? D'abord, je dirais juste un mot, puisqu'on a beaucoup parlé de données personnelles, d'anonymisation. Moi, je dirais quand même que la frontière entre ce qui est une donnée anonyme et ce qui est une donnée à caractère personnel au sens de la réglementation, ça reste pour moi un débat, parce que, alors il y a une position qui est celle de la doctrine du régulateur, enfin des régulateurs, parce que les régulateurs sont au niveau de l'Europe, je crois, sont assez en phase entre eux. Ils ont une vision qui est très claire et qui est assez maximaliste de l'endroit où doit commencer la donnée à caractère personnel.
Maintenant, je ne désespère pas d'avoir le super contentieux de l'année un jour pour démontrer que peut-être cette frontière, on pourrait la faire un tout petit peu bouger. En tout cas, aujourd'hui, il faut quand même savoir que le régulateur et la doctrine, elle est assez fixe, elle n'a pas beaucoup bougé depuis un certain nombre d'années. Même si le règlement insiste aujourd'hui, le RGPD insiste aujourd'hui sur le fait que pour que la donnée ne soit plus une donnée à caractère personnel, on doit s'intéresser aux moyens qui sont raisonnablement susceptibles d'être utilisés par donc celui qui a la donnée ou par un tiers, parce que ça c'est un sujet en général que les gens n'ont pas en tête. Ils se disent moi j'ai pas la donnée qui permet de réidentifier la personne, mais en fait il ne faut pas s'intéresser à la donnée que l'entité, le responsable du traitement a entre les mains, mais également à toutes les données qui peuvent exister ailleurs. Il y a un bon moyen d'ailleurs de savoir si vraiment la donnée, les données de réidentification sont accessibles. Je trouve que c'est un indice qui est donné par la Cour de justice, qui a été donné récemment par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est savoir par exemple si des services de police, dans le cadre d'une réquisition judiciaire, pourraient aller taper à la porte de celui qui détient des données qui permettraient de remonter jusqu'à la personne dont les données soi-disant anonymes sont détenues par le premier responsable du traitement. C'est un élément, un indice qui peut déjà permettre de savoir concrètement si on a de la donnée à caractère personnel. Bon, maintenant que j'ai soulevé un débat, je n'ai pas de réponse. Enfin, si, la réponse, c'est qu'aujourd'hui, on sait quel est l'état de la doctrine. La question de qu'est-ce qui est raisonnablement susceptible d'être mis en œuvre comme moyen pour réidentifier la personne, cette notion de raisonnable, elle est très difficile aujourd'hui à estimer. Donc, partons du principe qu'on a souvent des données à caractère personnel et essayons de savoir quelles sont les conséquences de ce fait-là. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a découvert le RGPD en mai, quand vous avez tous reçu des emails qui étaient d'ailleurs des spams, pour vous informer de la nouvelle politique données personnelles, etc. etc. Mais en fait, la loi, elle existe depuis 1978. En France, on est doté d'une réglementation qui est assez ancienne. On faisait partie des pays précurseurs. Tout ça a été plus ou moins harmonisé par une directive qui date de 1995. Et déjà, donc, depuis au moins plus ou moins disons la fin des années 90, en Europe, il existe une directive qui devait être transposée dans chacun des 28 États membres de l'Union européenne et qui fixait un certain nombre de principes, de règles et d'obligations qui étaient objectivement assez peu connus, très mal respectés, et qui reposaient, je dirais, sur 3 piliers principaux qu'on va retrouver dans le RGPD. Donc en fait, le RGPD, il n'y a pas grand-chose de nouveau, vous allez le voir par rapport à la loi de 78, si ce n'est que personne ne savait qu'elle existait, mais sinon, dans les principes, on n'a pas révolutionné les règles. Donc des grands principes juridiques dont on va parler tout à l'heure, un principe de transparence, j'explique aux personnes ce que je fais avec leurs données, et des formalités administratives. Alors on était dans le formulaire CERFA, vraiment la logique administrative où finalement en bout de projet, il y avait quelqu'un qui se disait tiens, si je faisais ma déclaration à la CNIL, on faisait vaguement une déclaration à la CNIL, on l'envoyait, on avait l'impression qu'on était conforme à la réglementation et c'était à peu près tout ce qui se faisait parmi les entreprises, les établissements publics aussi, jusque récemment. Mais c'était pas suffisant déjà. Et donc partant du postulat que d'abord la réglementation était quand même assez fragmentée au sein de l'Union européenne et assez mal respectée, il faut bien le dire, et en plein mélodrame avec l'affaire Snowden, même si les débats sur le RGPD ont commencé avant, on a sorti donc ce fameux texte, le fameux RGPD, un règlement général sur la protection des données, en 2016, qui vit, donc cette fois c'est un règlement européen, donc à la différence d'une directive, elle n'a pas besoin d'être transposée dans les États membres. Je ne parle pas du tout de la directive, il y a une autre directive qui existe pour le secteur police-justice, mais on n'en parle pas là. Le RGPD, lui, c'est un texte qui est directement applicable dans chacun des États membres. Même si, alors ça c'est la beauté de la négociation au niveau de l'Union européenne, le RGPD laisse 56 zones d'adaptation possibles au niveau des États membres, donc on a quand même encore un petit peu de fragmentation dans la réglementation, mais en tout cas, ce qui en ressort, c'est un texte avec des obligations qui en fait font plus penser
à quelque chose qui ressemble à la mise en œuvre d'un vrai programme de conformité. C'est ça la vraie nouveauté en fait du RGPD. C'est la façon dont on applique la loi. La réglementation, les principes restent les mêmes, mais la manière dont on doit les appliquer est différente et elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un véritable programme de conformité. Donc en gros, c'est plus seulement je respecte la loi, mais je respecte la loi et je suis en capacité de démontrer que je respecte la loi, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc les piliers de la réglementation, alors ceux-là, ils n'ont quasiment pas changé avec le RGPD depuis 1978. Tout à l'heure, on commençait à l'évoquer rapidement, le principe de finalité. Ça, c'est un principe qui est fondamental dans la réglementation, c'est-à-dire que les données, comme le disait tout à l'heure François, des données à caractère personnel, elles ne peuvent pas être collectées au cas où. Le concept du au cas où, c'est totalement antinomique avec le RGPD. On sait ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait, et on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire en termes de données. La proportionnalité, ça rejoint le principe de minimisation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne collecte pas plus que ce dont on a strictement besoin. Et ça, opérationnellement, moi qui suis quand même amenée au quotidien et des entreprises à mettre ces principes en pratique dans leurs projets, ça va jusqu'à leur demander, aller regarder les tables de données, leur dire bah ouais, alors ça, est-ce que vraiment vous êtes sûr que vous en avez besoin? La réponse est toujours oui en première intention. Puis après, on en parle un petit peu, on explique, etc. Et finalement, ça équivaut effectivement à se remettre en question en permanence pour savoir si vraiment il est proportionnel pour ce qu'on veut faire d'avoir ces données-là et de les utiliser. Troisième principe très important qui va rejoindre le principe de transparence dont on va parler, c'est le principe de loyauté et de licéité. Ça veut dire que la collecte et l'utilisation des données doivent se faire de manière loyale. En gros, alors ça, c'est un mythe absolu. C'est pas parce que des données sont publiques qu'elles sont librement utilisables. Les personnes dont les données sont en cause, elles doivent savoir à quoi vont servir leurs données, parce que précisément, dans certains cas, soit elles doivent avoir accepté ces usages, soit elles doivent, à minima, avoir pu s'y opposer. Bon, sauf dans le cas des impôts, hein, et d'autres cas, évidemment, il y a toujours des exceptions. C'est le principe des principes. Ça va évidemment avec la transparence. On doit une information aux personnes sur l'utilisation de leurs données. Une information, vous allez voir, qui est détaillée, qui, à mon sens, est trop détaillée d'ailleurs, et qui fait perdre sa substance. Hein. Je verrai tout à l'heure de manière un peu amusante. Pour moi, trop d'informations tue l'information. C'est une phrase qui marche avec tout. Mais ça marche aussi pour cette obligation de transparence où finalement, on sait plus. Il y a trop, on ne sait plus trop. Mais l'objectif, quand même, on peut critiquer le moyen, la manière, mais en tout cas, l'objectif, c'est que les personnes sachent, au moment où on va aller récupérer leurs informations, ce qui va en être fait, pour qu'ils reprennent la main sur ces usages. Un autre principe qu'on a aussi redécouvert avec le RGPD, mais qui existe quand même depuis longtemps, c'est celui de disposer d'un fondement juridique pour l'utilisation des données. Un fondement juridique, en gros, ça veut dire que quand je veux utiliser des données, je dois avoir une base légale, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un texte de loi qui m'autorise à le faire. Et dans le RGPD, ces bases, il en existe plusieurs. Alors, il y en a une qui est le consentement, mais ce n'est pas la seule. Il y a également l'exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles qui seraient prises à la demande de la personne concernée. Il n'est évidemment pas nécessaire de demander le consentement d'une personne à qui on vend un micro-ondes qu'on va livrer chez elle, si on peut ou pas collecter son adresse. Si on en a besoin pour la livraison, ça paraît assez évident. On a d'autres fondements juridiques qui permettent de collecter les données sans avoir nécessairement besoin du consentement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en plus utiliser le consentement. Hein. Les fondements, alors ça j'ai un débat doctrinaire sur ce sujet, mais les fondements juridiques, le règlement vous dit bien que vous devez avoir au moins un fondement. Ça veut dire que vous pourriez en avoir plus, et ça veut dire que vous pouvez en choisir qu'un. Dès lors que vous l'avez. Parmi ces fondements, évidemment, le fait que vous soyez soumis à des obligations de service public, par exemple, ou de mission d'intérêt général, et qui nécessite que vous collectiez les données, ça c'est un fondement juridique. De la même manière, le fait, et alors celui-là il est très difficile à manier, puisqu'il nécessite une vraie analyse, et de la part de celui qui veut l'invoquer, une vraie prise de risque, hein, c'est le concept du programme de conformité, c'est que vous, en tant que responsable de traitement c'est le propriétaire en quelque sorte des données, celui qui a la main en tout cas sur ce qui va être fait des données. Mais en tant que responsable de traitement, en fait,
vous passez votre vie à vous demander si oui ou non, à choisir, à faire des choix, par exemple à dire est-ce que je vais utiliser ce fondement juridique ou pas, et à prendre le risque que la CNIL vienne après coup vous dire bah non en fait ça c'était pas possible. Et donc parmi les fondements qui sont les plus difficiles à manier au quotidien, on a celui qui s'appelle l'intérêt légitime, c'est-à-dire que l'intérêt légitime d'un responsable du traitement ou même d'un tiers d'ailleurs peut justifier et fonder juridiquement un traitement de données à caractère personnel dès lors que, et à la condition, que les intérêts, les droits et les libertés des personnes en cause ne soient pas préjudiciés par cet intérêt légitime du responsable du traitement. Donc en fait, j'ai une balance, et dans ma balance, je mets d'un côté l'intérêt légitime de celui qui veut utiliser les données. Donc est-ce qu'il est légitime cet intérêt? Il faut se poser la question. Et de l'autre côté de la balance, je mets les droits et les libertés, et donc les intérêts, qui n'ont pas besoin d'être légitimes d'ailleurs pour le coup, de la personne concernée. Et si je suis au moins à l'équilibre, je peux utiliser ce fondement juridique, donc, qui est un peu dangereux, hein, je vous l'accorde. Et un autre principe qui est très important à avoir en tête quand on pense projet, avant de se poser la question de l'anonymisation, c'est celui de la durée de conservation. Enfin, faussement appelée durée de conservation. Puisque le principe, c'est que dans la réglementation, quand vous avez des données à caractère personnel, vous ne pouvez pas les garder ad vitam aeternam. Ça, c'est à part, on va pas parler d'exemples extrêmes, type archives, etc. Mais d'une manière générale, quand vous mettez en œuvre un traitement de données à caractère personnel, il faut savoir pendant combien de temps vous en avez besoin pour atteindre votre but, qui est donc la finalité dont on parlait tout à l'heure, et votre but, ça c'est votre but premier, et éventuellement des buts secondaires, typiquement, par exemple, si vous avez besoin de vous défendre dans le cas d'un contentieux, si je prends des données, par exemple du personnel de cette école, pendant combien de temps est-ce que je vais avoir besoin de garder des informations sur le personnel de l'école pour gérer les besoins de la gestion du personnel classique, et puis ensuite, pendant combien de temps je peux avoir un contentieux parce que j'ai un salarié, enfin, je ne suis pas salarié, qui va potentiellement pouvoir mener une action contre l'école, et donc pendant la durée de la prescription, il faut que je puisse conserver ces données-là, mais ces données-là, je les mets de côté, je ne peux plus les utiliser pour les besoins premiers. Ça, c'est le principe de durée de conservation, qui en vrai est assez complexe à appliquer, il faut en tout cas le réfléchir. On n'est pas en train de parler de la durée de vie de la donnée, mais plutôt des durées de l'utilisation par rapport à des besoins. Donc c'est le besoin qui va définir la durée. Je sens que j'en dis trop. Maintenant, un autre principe qui est très important, donc on en parlait tout à l'heure, c'est celui de l'information. Et c'est celui qui va poser problème dans les projets dans lesquels potentiellement on va récupérer des informations de tiers. C'est l'obligation d'information, c'est la transparence. Comment être transparent avec quelqu'un que je ne connais pas, avec laquelle je ne vais pas avoir de contact? C'est très compliqué puisque parmi les obligations prévues par le RGPD et par la loi de 78, je dois fournir, alors aujourd'hui je suis sur une liste de 13 mentions d'informations obligatoires à cette personne sur des choses qui peuvent paraître aussi bêtes que l'identité de celui qu'on appelle le responsable du traitement, mais également il va falloir que je donne des informations sur la durée pendant laquelle je souhaite conserver les données à caractère personnel, sur ce pourquoi, les finalités, ce pourquoi je vais utiliser ces données à caractère personnel. Le problème, c'est que aujourd'hui, je sais ce que je vais faire de mes données, mais demain, imaginons, reprenons les exemples de Smart City dont on parlait tout à l'heure, on ne peut pas forcément anticiper tous ces usages-là, et donc la question de l'information des personnes, elle se pose à différents moments. Mais il faut avoir à l'esprit que c'est un critère très important pour que le traitement des données soit loyal pour la personne. Ensuite, alors juste pour ce qui est de la partie purement entre guillemets administrative, puisque maintenant c'est plus vraiment administratif, mais vous l'avez sans doute remarqué, aujourd'hui il n'y a plus de déclaration à faire à la CNIL. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas d'ailleurs, mais c'était une obligation. C'était en fait, en gros, les gens qui respectaient la réglementation, c'était un peu la seule chose qu'ils avaient vraiment à l'esprit par rapport au respect de la loi de 78 avant. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de déclaration, enfin quasiment plus de formalités à effectuer auprès de la CNIL. Le concept du programme de conformité, c'est qu'on réintègre à l'intérieur de l'entreprise ou de l'établissement public qui met en œuvre le traitement de données, et on responsabilise, toujours dans cette logique dont on parlait tout à l'heure, ces responsables du traitement.
les obligations, c'est des obligations de tenir en fait une documentation écrite, donc une trace écrite des analyses qui ont été faites préalablement pour savoir si est-ce que je respecte le principe de minimisation, pendant combien, est-ce que c'est vraiment normal que je garde aussi longtemps les données, etc., etc. Toute cette réflexion-là, elle va être documentée, il va y avoir une trace écrite de ça, parce que pour tous les traitements mis en œuvre, enfin, sauf une exception, mais tellement minime que je ne la mentionne même pas, on doit tenir un registre des traitements. Ce qu'on mettait avant dans les déclarations à la CNIL, on doit le mettre dans un registre qu'on tient en interne, et avant d'inscrire le traitement dans un registre, si les traitements sont des traitements à risque élevé pour la vie privée des personnes, on doit en plus, au préalable, mener une analyse d'impact sur la vie privée. Donc en fait, on doit s'interroger sur le point de savoir si l'impact du traitement que je souhaite mettre en œuvre est suffisamment réduit et qu'est-ce que je peux faire finalement pour limiter cet impact-là, en pensant à minimisation, en pensant à la durée de conservation des données, en pensant éventuellement peut-être à de la pseudonymisation assez rapide, etc., pour limiter les risques que j'ai identifiés pour la vie privée des personnes. Et enfin, dans les cas extrêmes, en cas de risque élevé résiduel, même si personne ne sait encore exactement où mettre ce résidu de risque, je dois aller voir la CNIL pour lui demander son avis. Donc je pense qu'aujourd'hui, la prudence fait qu'un certain nombre d'opérateurs risquent d'aller voir la CNIL à outrance, même si je ne sais pas si les statistiques d'utilisation des services me donnent raison ou pas. Mais c'est vrai que la tendance aujourd'hui, les opérateurs, ils ont un peu peur en fait, parce qu'ils n'osent pas prendre de risques, ils n'osent pas dire bah non, là, mon risque, je l'ai suffisamment maîtrisé. C'est compliqué de dire est-ce que le risque sur la vie privée des personnes, il est suffisamment maîtrisé ou pas. Ça reste assez subjectif comme appréciation. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, je peux inscrire dans mon registre. Ça, c'est les obligations, entre guillemets, administratives. La sécurité, c'est aussi un principe très important du RGPD. Je pense que c'est un de ceux qui a été le plus, qui est le mieux connu du RGPD, même si, encore une fois, il n'est pas nouveau, hein, même s'il a été un peu dépoussiéré par le RGPD. On est dans une logique où on protège les données dans le cadre d'une approche par les risques. Plus j'ai des risques, plus je suis prudent avec mes données. Sachant qu'il y a quand même des règles de base, hein. Il y a un socle en termes de sécurité qui fait que, par exemple, je ne vais pas confier mes données à n'importe quel hébergeur qui héberge les données dans son garage, encore plus si son garage est situé aux États-Unis. Et voilà, c'est un certain nombre de choses qui fait que, par exemple, on va me reprocher, si je suis responsable de traitement, de ne pas avoir mis dans les critères de choix de mes prestataires la question de la sécurité des données. Même si en fait le prestataire en face était beaucoup moins cher. Souvent d'ailleurs il est gratuit, hein, celui que j'ai choisi, parce que la vraie vie c'est quand même de choisir des prestataires gratuits. Et ben ça c'est quelque chose qui n'est pas conforme dans le cadre de mon programme de conformité RGPD, c'est pas quelque chose qui est acceptable. Je passe très vite, hein, puisque les questions de sécurité seront évoquées tout à l'heure. Et la nouveauté qui n'en est pas tout à fait une, parce qu'elle existait, c'est une obligation qui existait déjà pour les opérateurs télécoms depuis 2011 en France, qui est une obligation européenne, c'est l'obligation de notifier ce que j'appelle les compromissions de données, ça s'appelle les violations de données à caractère personnel, en cas de fuite, de perte, d'accès illégitime à des données à caractère personnel, dès lors qu'il y a un risque pour la vie privée des personnes. Cette violation doit être notifiée à la CNIL. Et si le risque en plus est élevé pour les personnes, donc là encore, hein, les opérateurs, c'est eux qui doivent prendre la décision de savoir s'il y a un risque. Si le risque est élevé, il existe des moyens de les aider à évaluer ces risques-là, mais c'est quand même eux qui prendront la décision ensuite d'informer donc la CNIL, voire d'informer les personnes elles-mêmes. Vous avez peut-être déjà reçu, enfin moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de recevoir des mails m'informant que mes données, enfin pas que mes données, hein, d'ailleurs c'est toujours très bien tourné, que l'opérateur en question a fait l'objet d'une fuite de données, mais que par précaution il m'informe et qu'en fait il n'y a aucun problème, etc. Et qui m'encourage à changer mon mot de passe. Donc ça s'inscrit dans le cadre de l'obligation de notification des violations de données qui pèsent sur les opérateurs. Donc ça, autant vous dire que 72 heures, c'est le délai maximum théorique pour notifier la CNIL. 72 heures, c'est pire que court. Donc c'est des choses qui doivent s'anticiper, et ça veut dire que quand on a des traitements de données à caractère personnel, il faut à minima avoir une procédure toute prête à l'emploi pour pouvoir s'organiser, ne serait-ce qu'évaluer s'il y a une fuite de données, quel est le risque, comment est-ce qu'on peut régler le problème pour pouvoir répondre aux obligations de notification de la CNIL. Le maître du temps, vous me dites quand ça ne va plus du tout, hein.
Bon, ben, je ne vais pas le faire. Absolument. Non, alors juste un dernier mot peut-être quand même sur les obligations, sur les droits des personnes, parce que ça c'est un point qui est assez important. Ok, mais c'est trop tard, j'ai déjà dit 3 mots. Le RGPD, c'est pas nouveau, mais le RGPD prévoit un certain nombre de droits au bénéfice des personnes qui font qu'on peut aller, par exemple, on peut obtenir communication quasiment sans justification de toutes les données qu'un opérateur a sur nos données, nous en tant que citoyens. Ça veut dire que quand on est celui qui a les données, il faut être prêt à pouvoir retrouver les données de la personne qui vous interroge et pas juste sa fiche client ou sa fiche dans les premières bases. Hein. C'est quelque chose là aussi qui se prépare. Après, je pense qu'on a dit beaucoup de choses autour des droits du RGPD. Il faut savoir qu'ils existent, mais qu'ils ont un périmètre certain qui est limité, avec des cas légaux qui sont prévus dans le RGPD. Ils ne s'appliquent pas à tout. Le droit à l'oubli, ce n'est pas un droit à l'oubli absolu. Hein. Je ne peux pas demander aux impôts de m'oublier, hein, mais pas que aux impôts. La portabilité, le droit de pouvoir aller transmettre mes données de LinkedIn à un réseau social français, j'en connais pas, mais ça doit exister. Copain d'avant, ouais, enfin, périclite, un petit peu. C'est vrai? Bon. YumiPet, bon, je me renseignerai. D'accord, mais alors le problème c'est que dans mon LinkedIn, je ne suis pas sûre qu'on sache que j'ai un chaton. Mais bon, bref, je vais aller regarder ça. Comment? Les droits du chaton, les fameux. Donc voilà, les personnes ont des droits, donc ça veut dire quand on a des données personnelles qui ne sont pas des données anonymes, on doit pouvoir répondre aux demandes qui sont formées et dans des délais assez courts. D'autres contraintes sont importantes et qu'il faut garder à l'esprit, c'est la question des transferts de données hors de l'Union européenne. Le transfert, ça ne veut pas dire la donnée s'envole et va aux États-Unis, parce que c'est souvent les États-Unis, en Inde ou au Maroc, qui sont les pays, le trio de tête. Mais c'est également de se dire que quand aux États-Unis, il y a des personnes qui peuvent accéder aux données, même si les données restent en France, par exemple, c'est un transfert. Et ça doit être encadré, puisque ça ne se fait pas de manière libre. Et je terminerai juste sur, puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je conclue, sur le moteur de la révolution RGPD, hein, parce que si tout le monde a entendu parler du RGPD, pour moi, c'est à cause de ça. C'est à cause des sanctions. Avant, objectivement, le jour où Google avait été condamné à 150 000 € de sanctions par la CNIL, ils avaient fait cracher le site de la CNIL, d'ailleurs, quand ils avaient publié la décision. Je crois qu'ils s'étaient bien amusés. C'était pas mal, mais clairement, je pense que ça les faisait rire. Enfin, ils étaient encore dans une logique où Google rigolait du RGPD. Aujourd'hui, quand la CNIL les condamne à 50 millions, bah, même si pour eux, c'est pas comme pour nous, 50 millions, c'est beaucoup, ça commence à devenir sensible, et notamment pour des sociétés cotées. Enfin, c'est des sujets qui deviennent importants, le risque réglementaire lié au non-respect du fameux RGPD. Voilà.